Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection qui reçoit ce dimanche le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, et également maire de Djoum, docteur ingénieur en sciences physiques génie des procédés à l'Institut de Dakar. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Baye Omar, monsieur le directeur général. Le plaisir est partagé. C'est pour moi un grand plaisir d'être là et vous souhaiter aussi à cette occasion un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Yàlla na gën a yàgg. Oui. C'est un projet que nous avons chéri avec vous et ceux qui ont initié parce qu'à cette période-là, l'espace médiatique sénégalais avait besoin de ça, avait besoin de projets qui se mettaient à la disposition de la nation. À l'époque, vous étiez à Ande Diop PADS à l'époque. Oui, j'étais à Ande Diop PADS, j'étais dans la société civile, dans le mouvement syndical. J'étais un Sénégalais épris de liberté qui se battait pour la liberté. Et à cette période-là, je pense que ce projet de création de Sud, au départ, on était étudiants. Un fait marquant, un seul. Le fait marquant, c'est quand vous avez voulu très tôt couvrir l'espace national. Le maillage. Le maillage national, se positionner comme un vrai groupe privé, mais qui défendait les valeurs nationales. Il y avait Radio Sénégal, RTS qui étaient là, mais j'ai senti que déjà dans les villes les plus reculées comme Ndjoum, on avait une antenne à Ndjoum. Vous avez une antenne à Ndjoum. Oui. Gérée avec professionnalisme, avec beaucoup d'ambition. Et cette ambition, c'est tout simplement une conviction, j'allais dire un engagement pour le pays qui justifiait cela. Merci beaucoup pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité. Cheikh Oumar Anne est également un maire de Ndjoum. Il est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors l'université, monsieur le ministre, est en pause. Inquiétude face à l'après-Covid-19. Peu de moyens pour soutenir la recherche universitaire. La gestion des effectifs pour le moins pléthorique. Des incertitudes face à un lendemain peu rassurant, surtout dans un contexte de pandémie. Cheikh Oumar Anne, cette génération d'étudiants assimilés à la génération Covid-19 attend de vous ce dimanche des réponses concrètes, les enseignants aussi. Alors là, que pouvez-vous leur dire, monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne? Je reviendrai sur le tableau que vous avez tracé pour l'enseignement supérieur. Il y a des choses qui sont dans les faits, il y a beaucoup de faits qui sont là, mais dans l'analyse, en compilant tout cela, on peut avoir une approche différente. Dans tous les cas, ce que je veux dire à la communauté universitaire, c'est déjà mes encouragements, mes remerciements et mes félicitations pour la façon avec laquelle cette crise a été gérée et dépassée. Parce que, comme vous l'avez constaté, ça s'est fait dans un cadre de concertation, de partage et d'implication de toute la communauté auprès de la nation sénégalaise pour combattre la Covid-19. Il est évident que, oui, on a arrêté les cours, on a demandé aux étudiants de rentrer chez eux, mais ce n'est pas le calme total. Les enseignants sont en contact avec les étudiants. Par quel moyen? Oui, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Dans toutes les universités du Sénégal, il y a des plateformes qui ont été mises en place ou renforcées, où on a mis à disposition l'intégralité des cours dans les universités. Ces plateformes sont déjà accessibles aux étudiants, ce qui leur permet d'avoir une continuité académique. Cela, c'est énormément de travail derrière, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est beaucoup de volonté de la part de la communauté universitaire de se mettre à niveau pour aller dans une même dynamique que toutes les autres universités du monde. Et ça, je pense que nous avons montré des capacités nationales extraordinaires. Et pour l'avenir, nous allons nous y appuyer pour parfaire les choses. Ce que je peux dire tout de suite aussi, après avoir encouragé et remercié, c'est de dire à la nation sénégalaise que le 1er septembre,
2020, toute la communauté universitaire nationale du Sénégal va reprendre le présentiel. Ah oui, le 1er septembre. Le 1er septembre. Tout le monde va reprendre le présentiel. Les enseignants d'abord. Dans une semaine, pratiquement dans 50% des structures universitaires, les cours présentiels vont se faire dans des critères qui seront retenus par des comités santé qui sont mis en place dans toutes les universités, qui travaillent à la mise en place d'un dispositif qui est en cohérence avec le respect des mesures barrières. Mais c'est en conformité avec le protocole sanitaire. Oui, j'ai dit en conformité avec le protocole sanitaire géré par des professeurs d'université dans toutes les matières où on a besoin de compétences pour voir comment ça s'applique. Nous y travaillons. Dans les instances académiques, toutes les instances. Oui, vous savez, les instances académiques, c'est des structures autonomes. Autour de chaque département, il y a l'assemblée de département. Ensuite, les départements d'une faculté ou d'une UFR ont une assemblée. Et l'université a une assemblée de l'université. Et dans chacune de ces universités, il y a l'académique. Quand je dis l'académique, c'est plutôt ces assemblées-là, mais dans le dispense des cours, c'est les départements et les facultés qui sont responsables. Maintenant, on coordonne tout ça avec l'assemblée de l'université pour avoir une cohérence, au moins dans chaque université. Ensuite, le ministère de l'Enseignement supérieur s'implique pour harmoniser tout cela parce que nous avons un seul dispositif d'enseignement supérieur. Mais ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous nous appuyons sur ces instances académiques qui ont pris la pleine mesure des risques. Des risques. Et qui ont fait en tout cas l'arbitrage nécessaire pour voir comment allier tout cela avec le déroulement d'une bonne année scolaire. Je ne dirais pas que tous les risques sont éliminés, mais nous sommes pratiquement serons proches pratiquement à un risque zéro. Alors, reprise le 1er septembre, vous avez dit. Ensuite, au niveau des instances académiques, l'organisation est en train de se faire. Mais aujourd'hui, par rapport justement à cette organisation, au niveau des instances académiques, il y a quand même les cours. Dites-nous, entre le premier semestre et le deuxième semestre, il y a le quantum horaire. Quelle est la situation d'abord? Vous savez, une année scolaire universitaire, dans les normes académiques aujourd'hui, qui sont partagées de partout dans le monde et aussi au niveau de l'espace CAMES, c'est 24 semaines de cours dans le système LMD. Oui, et là, 24 semaines de cours. On est au mois de juillet, en début juillet. Oui, quand on a arrêté le 14 mars, on avait terminé le premier semestre, en tout cas les enseignements du premier semestre dans pratiquement toutes les universités, sauf à l'université de Ziguinchor et une partie de l'université du Sine Saloum, qui est une nouvelle université où l'année démarre de façon tardive. Et cela veut dire que au départ, quand on fermait, toutes les autres universités, à part ces deux, avaient capitalisé le premier semestre. Il restait au maximum 2 semestres à 3 semestres dans certaines filières pour finaliser. Si on démarre maintenant le 1er septembre, parce qu'on a prévu d'arrêter l'année au 31 décembre 2020. Et 31 décembre 2020, arrêter l'année universitaire le 31 décembre 2020, il n'y a pas de grand bouleversement par rapport aux années précédentes. Du 1er septembre au 31 décembre, il y a 19 semaines. Cela veut dire que même s'il y avait des facultés ou des filières qui n'avaient pas commencé les cours, ils avaient suffisamment de temps pour terminer les 2 semestres. Étant entendu qu'on peut capitaliser ces 2 mois entre le 1er juillet et le 31 août, où toutes les plateformes seront accessibles de façon gratuite, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants, pour au moins capitaliser entre 4 et 5 semaines. Y ajouter les 19 semaines, on a facilement les 24 semaines qu'il y a pour terminer une année. Oui. Alors ça, c'est la situation favorable. La situation défavorable. Entre-temps, vous avez fait usage
de l'enseignement à distance. Or, l'enseignement à distance, on sait comment sont nos infrastructures sur ce plan-là. Alors, est-ce que vous avez le temps qu'il faut pour combler ce gap? Comment cette équité-là va être gérée? Vous savez, la notion d'équité, il faut vraiment la prendre avec beaucoup de attention. Oui, mais monsieur le ministre, vous convenez avec moi que quand même, dans les coins reculés, il n'y a pas d'infrastructure, d'ordinateur, encore moins de bande passante. Non, la bande passante, c'est au niveau des plateformes des universités. Oui. Les bandes passantes ont été mises à niveau pour permettre à tous les étudiants de pouvoir y accéder très facilement. Une fois qu'ils y accèdent par leur portable ou par leurs ordinateurs, ils peuvent vraiment télécharger les cours dont ils ont besoin. Le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre à la disposition de l'ensemble des étudiants, cela veut dire 150 000 étudiants, des puces avec 5 gigas. À chaque étudiant, une puce de 5 gigas, valable pour 2 mois, pendant lesquels 2 mois, il peut accéder à ces cours en continu ou les télécharger. Il les télécharge là où il veut, dans son ordinateur, dans son portable, mais quand même, l'ensemble des étudiants ont des portables dans ce pays-là. Faudrait-il disposer d'ordinateurs? Non, même dans le portable téléphone, ils peuvent télécharger. Ils peuvent télécharger. Écoutez, le gouvernement du Sénégal, ce qu'il a l'obligation de faire, c'est de permettre aux étudiants d'accéder aux cours, même en année normale. Tous les étudiants ne viennent pas faire cours de façon régulière. Et c'est à ce niveau-là que se pose le problème de l'équité. Il y a des étudiants qui se réveillent chaque matin, qui quittent Guédiawaye pour venir faire cours. Il y a d'autres qui sont à la cité universitaire, il y a d'autres qui sont chez les parents, il y a d'autres qui viennent de l'intérieur du Sénégal, ils sont pris en charge par leurs parents de façon individuelle. Et aujourd'hui, avec ce problème ce n'est pas du téléenseignement qu'on est en train de faire. On met à disposition, dans des plateformes des universités, les cours aux étudiants d'accéder aux cours. Ils ont le temps maintenant de travailler. Tous les étudiants ne travaillent pas tout le temps. Ceux qui travailleront au retour, au 1er septembre, les enseignants évalueront avec les étudiants sur des critères qu'ils ont définis. Qu'est-ce qui a été capitalisé? Étant entendu que j'ai dit on a capitalisé déjà un semestre sur plus de 90% des enseignements. On verra. Et on a 19 semaines pour terminer. On a 19 semaines pour terminer. Vous avez parlé de l'université publique, mais il y a aussi les écoles supérieures privées. Oui, de ce point de vue, qu'est-ce qui a été fait? Le gouvernement du Sénégal a dégagé une enveloppe de 700 millions qu'on a mis à la disposition de ces écoles privées et nous avons fait la répartition avec leur association. Mais 700 millions pour combien d'écoles privées? Nous en avons dénombré pour ces écoles privées plus de 300. Mais nous avons défini des critères et le gouvernement est en train d'étudier comment augmenter cette enveloppe. On est en train de voir. Mais vous avez constaté que ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Nous avons considéré qu'il fallait les aider comme on a aidé les universités publiques. Et là encore, il faudra faire attention. Nous nous appuyons sur les budgets des universités publiques pour l'essentiel. Le ministère ne venant qu'en appoint. Mais aujourd'hui, dans les institutions privées du Sénégal, on a à peu près 40 000 à 45 000 étudiants identifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les 30 000 étudiants, c'est nous qui payons. C'est nous qui les avons orientés là-bas, c'est nous qui payons. Ça veut dire que nous avons garanti, ces écoles privées ont une garantie qu'ils vont récupérer à peu près les 2/3 de leurs recettes. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons... Ça a été garanti. C'est garanti parce que nous payons. Et nous avons même commencé à faire les engagements et dans les semaines à venir, on va libérer 6 milliards pour ces établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons mis gratuitement 700 millions que nous avons répartis selon les effectifs et les charges de ces différents établissements. Mais selon aussi qu'ils soient agréés ou habilités à faire des enseignements. Parce que nous avons aussi constaté qu'il ne fallait pas mettre tout le monde
dans le même panier, il y en a qui font de bonnes choses, on les accompagnera. Oui, vous les accompagnez. Alors, de ce point de vue, vous avez parlé de l'école privée, mais supérieure privée, mais il y a un problème qui est là. Vous devriez de l'argent aux écoles privées supérieures. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tout a été épongé? Non, vous voyez, moi j'ai trouvé sur place un dispositif qui, au départ, on a considéré, je pense que le débat s'est posé à un moment bien déterminé, qu'on orientait quelques étudiants pendant une année dans le système privé, en attendant de trouver des solutions dans le système public, avec des projets qui ont été mis en place, la création de l'Université du Sine-Saloum, la création de l'UAM, la création d'ISEP, dans un sens de professionnaliser un peu les filières. Les projets ont tardé à se faire et on a orienté beaucoup plus qu'il ne fallait. D'une prévision de 1,5 milliard à 3 milliards par an, on est arrivé à 15 milliards. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de dire que ce système n'était pas viable. On a pris la décision d'orienter tous les bacheliers qui en ont fait la demande dans les établissements, les universités, les établissements publics du public, universitaires du public. Ce que nous sommes parvenus à faire. De 30 000 étudiants qui ont été orientés dans ces établissements en 2000, pour ceux qui ont eu le bac 2018, on a orienté 45 000 pour ceux qui ont eu le bac en 2019. Ça veut dire une augmentation pratiquement de 33%, expliquée par des mesures d'accompagnement et un engagement de beaucoup d'universités à renforcer les capacités. Parce qu'il y avait aussi dans certaines universités des capacités qui étaient existantes. Oui, mais pour beaucoup, ça a créé un effectif pléthorique quand même. Oui, vous savez, quand ça a créé des problèmes. On va évaluer à la fin de l'année, on va rectifier, mais il y a des établissements qui n'ont pas accepté, je ne dirais pas le nom, qui n'ont pas accepté de prendre des étudiants, mais l'année prochaine, ils m'ont dit qu'ils vont en prendre. Oui, alors de ce point de vue, les problèmes, vous les avez identifiés tout en restant sur la même question. Est-ce que vous avez épongé la dette due aux établissements privés? Donc, le dispositif n'était pas viable. Donc, j'ai trouvé sur place aussi une entente entre les écoles privées, le ministère de l'économie et des finances, parce que ce n'était pas budgétisé, de voir comment on va résorber. L'engagement du Sénégal de résorber est là. Nous allons faire, j'ai dit que là, on va payer 6 milliards. On va essayer d'ici la fin de l'année de payer les 6 milliards pour respecter notre engagement. Le gouvernement va respecter ses engagements et va solder ce qu'on doit aux établissements privés. Oui, alors, nous restons toujours dans l'enseignement supérieur. Cette fois-ci, c'est pour parler de la gestion des effectifs. Alors, monsieur le ministre, vous en convenez avec moi qu'il y a une montée brutale des effectifs dans les différentes universités du Sénégal. Le rapport enseignant-enseigné, je prends l'exemple de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, 1144 étudiants pour 209 enseignants. Si on prend le calcul par ratio, on retient pour un ratio un enseignant pour 38 étudiants. Alors que dans les pays développés, vous avez un enseignant pour 14 étudiants. Alors là, que comptez-vous faire pour résorber ce gap énorme? Oui, Bayoumar, moi je l'aurais pris d'une autre façon. Dans les pays européens, ils ont un taux de la population qui très important qui fait des études supérieures. Selon les normes de l'UNESCO, aujourd'hui au Sénégal, nous, on devrait être à 500 000 étudiants. Et avec l'augmentation de la population qui double tous les 25 ans, on devrait être en 2045 autour de 1 million 200 étudiants. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on est autour de 150 000 étudiants dans le public et 45 000 dans le privé. Nous sommes autour de 200 000. Il y a un gap de 60%. On devrait être à 500 000. Il y a ce retard-là qu'il faut combler. D'accord? Il y a ce retard-là qu'il faudra combler. Qui entraîne des conséquences terribles. Laissez-moi. Le problème est, si vous prenez, il faut le combler.
Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne va pas augmenter les effectifs. Il faudra faire des efforts dans le recrutement des enseignants. Ce qui est un problème réel. Ce qui fait que l'année dernière, on a décidé, avec l'orientation des bacheliers dans les établissements, de recruter 200 enseignants, post-enseignants. C'est encore très peu. Oui, mais un grand effort. Si on le renouvelle, on est en train de travailler pour cela, on va y arriver. D'accord? Maintenant, il faudra aussi faire attention. Parce qu'on ne peut pas donner des statistiques de façon globale comme ça. Il y a des filières où le taux d'encadrement est excellent et meilleur que ce qu'il y a en Europe. Oui, mais si vous le dans les filières scientifiques, on a des taux, dans les filières scientifiques, on a des taux qui sont parfois meilleurs que ce qu'on a, des taux d'encadrement supérieurs à ce qu'il y a dans les filières scientifiques. C'est exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel, puisque non, les statistiques... c'est que la majeure partie, oui. Je vous explique, oui. C'est qu'on n'a que 30% de nos étudiants, moins parfois même 20% de nos étudiants qui font les filières scientifiques. La majeure partie des autres étudiants, ils font les filières littéraires. D'accord? Donc, si vous globalisez les statistiques, vous n'avez pas les vraies statistiques. Il faudra avoir des statistiques. Non, moi, ce que je vous donne, c'est des faits qui sont là. Oui, non, c'est dans l'interprétation des faits que... Oui, le classement de Shanghai, le Sénégal n'y figure même pas parmi les 500 universités. Oui. L'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'y figure pas. À Shanghai? Non, on est dans Shanghai. Parmi les 500 oui, universités... on fait partie des meilleures universités de l'Afrique. Les critères de classement, c'est des critères qui sont des critères de masse critique. Cela veut dire c'est le nombre de publications, c'est le taux d'encadrement, le nombre d'étudiants. Plus les universités sont grandes, plus ils ont des capacités d'être mis dans ces universités. Aujourd'hui, il n'y a que l'université de Dakar qui, avec ses effectifs qui tournent autour de 80-70, peuvent être qualifiés pour figurer dans cela. Il y a des efforts certainement qu'on va faire, améliorer pour aller dans cela. Mais c'est aussi bien la recherche que l'enseignement. Oui. Donc, pour la recherche, quand même, on n'est même pas classé. Vous ne pouvez pas être parmi... On met les deux. Dans les universités, non, mais on met les deux en même temps. Pour les 500 premières universités, l'UCAD n'y est pas. Les 500 premières. Universités. Vous savez combien d'universités? Il faut dire combien d'universités. Oui, mais je veux dire, dans les 500 premières, on n'y est pas. Donnez-moi le classement, on n'y est pas. Dans les 500 premières, le Sénégal n'y figure pas. Je vous réponds à ce niveau-là. Je vous dis, les critères de Shanghai ne sont pas les mêmes critères que nous dans notre système d'enseignement supérieur. Vous y allez, vous allez dans Shanghai, vous verrez peu d'universités francophones. Parce que ces critères-là reposent plutôt sur le système d'enseignement anglophone. J'ai dit, pour autant cela est vrai, pour autant nous devrons faire des efforts. C'est clair, oui. D'accord? Pour autant cela est vrai, pour autant vous allez dans Shanghai, vous verrez qu'il y a très peu d'universités françaises qui sont classées et qui pourtant, au plan académique et au plan de recherche, font partie des meilleures universités du monde. L'école polytechnique de Paris est considérée comme une piètre école dans le classement Shanghai, alors que tout le monde sait que c'est la meilleure école d'ingénieurs du monde. Non, donc c'est des critères, ces classements, c'est pourquoi on est toujours obligé, classement Shanghai, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais d'habitude, nous, le Sénégal, avec l'université UCAD, l'université Gaston Berger, mais on était quand même parmi les premières universités. On n'a pas reculé. Mais de plus en plus... On ne recule pas, au contraire. Non, je vous donne. Aujourd'hui, moi, je suis le ministre de l'Enseignement supérieur et je représente le Sénégal dans les instances africaines et mondiales de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme le hub de l'enseignement supérieur en Afrique francophone et en Afrique au sud du Sahara, à part l'Afrique du Sud. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Et ça, on le doit à quoi? On le doit aux efforts que Monsieur le Président de la République a fait dans ce domaine. On le doit à l'engagement de la communauté universitaire de faire de notre système un système important. On a fait la concertation nationale sur l'enseignement supérieur tout récemment. On a mis en place un système LMD pour aller vers
un système meilleur. On a constaté qu'il y a des difficultés. On va mettre en place un dispositif d'évaluation et de voir qu'est-ce qu'il faudra rectifier et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire. Oui. Le gouvernement du Sénégal, oui. Le président de la République, dans ses arbitrages, a fait de l'enseignement supérieur, du sous-secteur de l'enseignement supérieur, le deuxième ministère en termes de budget, d'importance du budget. Oui, nous avons le deuxième budget après le ministère de l'Éducation nationale. Mais ce qui est encore très faible par rapport aux attentes, monsieur le ministre. Non, pas du tout. Non, je ne considère pas que c'est faible. Je considère qu'on peut faire mieux, mais je considère que non, c'est une rationalisation du budget qui est aujourd'hui le problème. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? On a un budget où, je sais que vous allez parler de la recherche. Mais voilà, nous y sommes déjà. Oui. Vous l'avez dit, la recherche, même pas 1% de budget pour la recherche. Oui, j'y arrive. Oui. Ça, c'est une situation qu'on a sur place. Oui. On va changer. Nous avons un budget de 250 milliards par an. Le deuxième budget en termes d'importance. La répartition aujourd'hui de notre budget, c'est 150 milliards pour le social. 70 milliards, c'est 70 milliards de bourses nationales. 60 milliards pour les centres des œuvres universitaires. 10 milliards pour les bourses étrangères. Oui. Ça fait 140. 140. Et on fait des investissements qui tournent autour de 30-40 milliards. Ça fait 180 milliards. C'est le reste qui est distribué entre les universités. Et dans les universités, la majeure partie de ce budget sert à payer les salaires. Par exemple, à l'université de Saint-Louis, la situation que j'ai trouvée sur place, c'est 95% du budget, de la subvention annuelle de l'État qui sert à payer les salaires. Ah, voilà une situation. Voilà, donc j'ai dit que ça, on l'a obtenu après la réforme sur le LMD et la non-maîtrise des effectifs dans les passages. On a introduit pour dire la vérité, le passage conditionnel. Oui, très rapidement, le temps passe très vite. Hein? Oui. On a introduit le passage conditionnel. L'étudiant peut passer et ensuite on dit que quand on passe de façon conditionnelle, cela veut dire qu'on passe alors qu'on n'a pas éliminé toutes les unités de valeur et pourtant on passe et on peut prétendre à une bourse. Et quand on termine, le master pour tous. Cela veut dire aujourd'hui, on est à des effectifs de master qui tournent autour de 20-25 000 étudiants au Sénégal. Donc c'est pas viable ça. Non, c'est pas cohérent par rapport à nos objectifs de développement. C'est pas cohérent. On est allé vers le LMD pour qu'après la licence, l'étudiant puisse avoir suffisamment de conscience pour aller dans le monde de l'emploi. C'est pas pour aller rester dans le truc. Donc c'est tout ce système-là que moi j'ai mis sur la place et j'ai demandé à toute la communauté, étudiants, enseignants, personnel administratif, technique de service, qu'on s'assoie, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on dise qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les dysfonctionnements qu'il faut rester, quelles sont les mesures internes que nous faisons. Monsieur le ministre. Et on fait une nouvelle répartition du budget en allouant à la recherche, au renouvellement de l'équipement scientifique, et technique et didactique de nos universités. Combien pour la recherche? Moi, j'ai prévu de faire des économies dans le budget et d'allouer pour les 5 ans à venir au moins 10 milliards par an à la recherche et à l'équipement des laboratoires de recherche et des laboratoires de formation des scientifiques du Sénégal. 10 milliards pour la recherche? Oui, par an. Vous trouvez que c'est suffisant? Non, attendez. C'est une subvention que l'État du Sénégal va mettre dans les laboratoires de recherche. On est à l'heure de la... C'est un pas important. Ensuite, la recherche aussi peut générer de l'argent. Et nous sommes dans un dispositif international aussi où on peut, si on a des labos qui se mettent à niveau, qui créent la masse critique nécessaire, qui s'organisent autour de thèmes de recherche, avec les moyens qu'on a mis en place et les équipements qu'on a mis en place, ils pourront compétir. Et comme vous dites que c'est la recherche, il y a beaucoup de fonds pour la recherche et il suffira de se mettre à niveau pour aller à la recherche des fonds. Mais l'état de nos universités pose problème. J'ai été à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Oui. Je suis assis sur un banc pour essayer de voir comment en est-on arrivé là. Oui. Les canaux posent problème. Le canal d'assainissement, monsieur le ministre, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, nos étudiants au niveau de Gaston Berger ont des difficultés parce qu'il y a l'assainissement qui pose problème. Omar, ce tableau-là, il faudra pas le voir tout de suite, le dire. Il faut voir d'où on est
parti. Oui. Attendez, d'où on est parti? C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on a des projets de création de nouvelles universités à qui on dote des infrastructures, de bonnes infrastructures. L'université de Ziguinchor, on a créé sans penser là où on va les mettre. L'université de Thiès, Saint-Louis, c'est la seule université qu'on a créée et on a mis en place, mais on n'a pas mis de moyens pour agrandir. Cher Oumar Anne, en arrivant, vous saviez ce que vous alliez trouver. Oui, depuis qu'on est là, quels sont les projets que nous avons mis en place? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais pour la perspective, pour l'IGB, qu'est-ce que comptez-vous faire? Pour l'IGB, je ne pouvez pas laisser cette université avec un problème d'assainissement quand même. Sur la question de l'assainissement, on a des contrats. Le gouvernement a pris des décisions de régler ce problème. Il y a un problème entre l'ONAS et le Centre des œuvres universitaires régionales, donc le ministère que nous assumons, sur où prendre la conduite qui va servir l'université. Dans un ancien projet, on devait venir jusqu'à Saint-Louis, jusqu'au cimetière de Saint-Louis pour brancher l'université. Aujourd'hui, l'ONAS a une conduite jusqu'à la Saïette. D'accord? De 2 milliards, il faut maintenant 600 millions pour régler. Nous avons opté pour les 600 millions. Et depuis un an, on a des difficultés pour mettre en œuvre parce que l'ONAS avait, semble-t-il, lancé le projet de 2 milliards. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous considérons qu'avec 600 millions, comme on peut faire un assainissement, nous allons dans ce sens-là. Mais en attendant cela, mes services ont mis en place tout un dispositif où si vous allez aujourd'hui à Saint-Louis, il n'y a pas ce problème-là. Ce problème est réglé. Depuis que vous avez quitté, je ne sais pas quand, mais depuis plus de 4 mois, ce problème est réglé. Depuis plus de 4 mois, ce problème est réglé. Oui, alors, l'autre problème ici, c'est les enseignants de l'université. Oui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à leur plateforme revendicative? Quelle plateforme revendicative? Aujourd'hui, moi, je suis en permanence avec le SAES. Je n'ai pas de revendication fondamentalement que sur la table. Je n'en ai pas. La dernière revendication, c'était le texte sur la gouvernance des universités. Et quand on a réglé, ils disaient ils ont même reconnu depuis plus d'un an qu'il n'y aura plus, en tout cas, de grève sur les questions à incidence financière. Donc, je n'ai pas de revendication fondamentale du SAES sur la table. On est en train maintenant de gérer l'université. À chaque fois qu'il y a des problèmes, nous travaillons à régler cela. Mais je n'ai pas de revendication fondamentale sur cela. Alors, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous avons parlé de la recherche, nous avons parlé des effectifs. Maintenant, la gestion dans les universités. Sur ce plan-là, que reste-t-il par rapport à l'argent qui est attendu pour régler les problèmes sociaux des étudiants? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la gouvernance dans les universités? Moi, je n'ai pas de problème de gouvernance fondamentalement dans les universités. J'en ai pas. Je vais répondre, j'en ai pas. Maintenant, j'ai dit qu'il y a des problèmes de budget dans les universités. Mais ces budgets-là, je dis que c'est en interne. Moi, c'est une conviction profonde. C'est en interne qu'on devra faire les ajustements qu'il faut, en interne dans le ministère. Et je suis prêt à accompagner cette réforme. Et je pense que la communauté attend qu'on se mette autour de la table pour trouver des solutions. Oui. Oui, on va trouver des solutions. Problème de gouvernance, oui. Cheikh Oumar Anne, oui. Vous avez introduit une plainte concernant un dossier qui vous touche personnellement. Oui. Cette plainte, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oui, vous parlez du rapport de l'OFNAC. Oui, non, du rapport d'activité de l'OFNAC. Oui. Il faut que je précise. Du rapport d'activité de l'OFNAC. J'ai géré le coude. L'OFNAC est venu faire une enquête. Après, sur la place publique, il y a eu un rapport qui a été publié. Et depuis 5 ans, 6 ans, on m'en parle. Et je pense qu'on ne peut pas opposer à un directeur général d'une structure d'un rapport d'activité. Non, c'est un rapport bien établi, destiné à une personne. Il paraît que l'OFNAC dépose son rapport au niveau, sur la table du procureur de la République. Non, je n'est pas il a déposé. Non, je vous précise. La plainte, c'est par rapport à un livre qu'on a sorti, en disant que scandale au cœur de la République, le cas du coude. D'accord? Ils m'ont attaqué. J'ai jugé qu'il fallait pendant 5 ans, ils m'ont tympanisé, ils ont tympanisé ma famille, ils m'ont tympanisé mes gens. Il est arrivé le moment qu'ils viennent devant le peuple sénégalais, devant
la justice sénégalaise pour apporter leurs preuves. Et ce sera bientôt clair. S'ils ont des preuves, on verra. S'ils n'ont pas de preuves, alors ils paieront. Les preuves, c'est le rapport. Le rapport? Lequel rapport? Oui. J'ai dit que moi, je n'ai pas vu de rapport de l'OFNAC. On ne m'a pas opposé de rapport de l'OFNAC. Un rapport de l'OFNAC, il est destiné au procureur de la République et au président. Un rapport d'activité est destiné au président. Le rapport de l'OFNAC, il est déposé au niveau du procureur de la République. C'est le rapport d'activité. Un rapport d'activité, on ne peut pas l'opposer à une personne. Quand même, il faut qu'une personne soit jugée pour qu'on puisse dire qu'il est fautif de quelque chose ou non. Le procureur est sorti à 2 reprises, interrogé par la presse sur cette question. Il a dit qu'il n'y a rien dans le rapport. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a lieu, des gens m'ont attaqué dans mon honorabilité. La justice va se prononcer. Ils n'ont qu'à apporter leurs preuves et ils n'en auront pas. Oui, mais attendons pour connaître la suite dans cette affaire. C'est ce que je demande. Oui, vous l'avez porté à la justice. Oui. C'est un dossier qui est là, qui attend d'être éclairé. Ça suit son cours. Oui, par rapport à ces problèmes de gouvernance, vous êtes également un homme politique. Oui. Nous parlons politique, vous êtes le maire de Djoum. Oui, aujourd'hui, le problème foncier, on en parle. Le littoral. Oui. Monsieur le ministre, faites-vous partie de ceux-là qui omnibulé par le foncier aujourd'hui? Omar, le foncier au Sénégal, quand on en parle, il faut essayer d'avoir suffisamment de recul. Nous, dans notre régime, nous n'avons pas de complexe pour parler du foncier, de la gestion du foncier. Je pense qu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème. Sur le littoral, tout le monde sait que c'est pas nous. Ceux qui ont géré le littoral, ils y habitent aujourd'hui. On n'en parle pas. Et qui en parle? Qui sont ces porteurs de ce débat? Tout cela, dans la presse, débat, ils ont parlé dans la presse, on a montré que tous, ils ont des intérêts là-dedans. Mais qu'est-ce que vous empêche de corriger? Oui. Non, on a corrigé. Prenons par exemple, le foncier au Sénégal, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a constaté que dans la grande ville, dans Dakar et les grandes villes du Sénégal, la question du foncier est très c'est de la spéculation foncière qu'on est en train de faire. Et à ce niveau-là, souvent on fait porter ça par l'homme politique, alors que la spéculation, les politiciens ne sont pas là. Vous êtes maire, parlez-nous de l'exemple de Ndioum. Est-ce qu'il vous arrive justement de demandeurs, parce que souvent on offusque les terrains des paysans pour le donner à de gros porteurs? Vous savez, je connais tellement ce problème-là. Ah oui, à Ndioum aussi? Non, ce n'est pas à Ndioum. Ndioum, c'est une commune, on n'a pas de terre, on ne gère pas de... Ok, foncier. De foncier. Alors, oui. Mais sur le foncier, au Sénégal, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, la question foncière est sur la table. Et on n'a pas encore trouvé de solution qui permette d'avancer. Prenons par exemple chez moi, dans le Fouta. Nous, nos terres, ce n'est pas dans Ndioum, dans la commune de Ndioum, mais c'était avant dans la commune de Ndioum, mais avec la communisation, avec Ndioum est passé commune intégrale, ce qui fait que c'est resté dans la commune de Gamadi Saré. Mais depuis longtemps, ces terres-là ne sont pas exploitées, ne sont pas valorisées. Pourquoi? Parce que chez nous, pour des raisons socio-culturelles, nous disons que la terre, sous nos dômes bail, appartient au non, dôme bail, ce souffle ou même ce dôme bail. Cela veut dire que vous avez le même sang. On ne le donne pas. Qu'on puisse l'exploiter ou qu'on ne puisse pas l'exploiter, on ne le donne pas. Alors, on n'y touche pas. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est la même chose partout, sauf à Dakar, où les gens aujourd'hui sont venus et que c'est une capitale et pour des raisons, peut-être la bataille a été gagnée à un moment bien déterminé, où c'était le colonisateur qui avait tout le truc, qui a fait des lotissements, qui a attribué. Mais c'est pas seulement qu'à Dakar, à Gandaï, vous avez vu ce qui se passe là-bas. À Gandaï, c'est le même problème que dans le Fouta. Vous savez, aujourd'hui, à Gandaï, le problème, je ne suis pas au courant vraiment des détails. Sauf par presse interposée. Ce qu'il y a quelqu'un qui a un titre foncier, qui a un projet, qui est là, qui essaie d'exploiter et qui, parallèlement à ça, a dit à des populations, si vous me donnez 50 hectares, je vous aménage. Je m'en limite à ce truc-là. Parce que je le sais, ce sont les mêmes projets qu'on essaie de mettre en place au Fouta, qu'on n'y parvient pas.
Parce qu'il faudra trouver une solution. Par contre, à Dakar, regardez qu'est-ce qui se passe. Souvent, les gens, ils crient. Ce qui crient, c'est parce qu'ils ont demandé, ou bien même des membres de leur famille ont demandé, et ils n'ont pas pu avoir cette fois-ci, ou bien une autre fois. Ils ont eu. Non, exemple. Non, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Ce qu'il faut, c'est de parler du problème dans sa globalité et voir qu'est-ce qui se passe. Le Sénégal, nous avons un système, une structuration économique de développement où notre croissance est portée aussi par le BTP. Et le BTP, c'est aussi l'exploitation. En fait, c'est sur le foncier. Ça va avec le foncier, une répartition foncière. Nous avons un texte qui fait que les Sénégalais peuvent demander à l'État pour accéder au foncier. C'est vrai qu'il y a une spéculation, mais la spéculation, si vous voyez très bien, je dis que nous, les politiciens, on n'est pas là-dedans. C'est des porteurs de projets économiques. Pas nous, dites-vous peut-être. Non, les politiciens, vraiment, les enjeux, les grands enjeux, le truc, à part dans notre régime, les politiciens ne sont pas là. Le foncier, comme ça se pose actuellement, le débat se pose actuellement, c'est pas le bon débat. Ah oui? Non, c'est pas le bon débat. Parce Pourquoi? on essaie d'attaquer des personnes parce qu'ils occupent des postes à des moments bien déterminés. Alors que le problème, c'est le même problème qui se pose depuis longtemps. Et souvent, ce qu'on incrimine, je vous assure, on essaie de le trouver, de les accuser. On va aller chercher. Oui, c'est la vérité. Prenons par exemple, aujourd'hui, le président a pris la décision de prendre 30 hectares. 30 hectares de l'aéroport. Confier ça à la caisse de dépôt et de consignation. Oui. Qui est les 30 hectares, c'est ce qui reste. Qui est un bien qui reste. Oui. Mais l'exploitation a commencé bien avant. En tout cas. D'accord. Oui. Et ça s'est fait peut-être en respectant, pas de façon peut-être que vous considérerez peut-être convenable. Pas de façon convenable peut-être pour vous. Mais c'est comme ça qu'on a géré jusqu'à présent. Maintenant, lui, il a considéré qu'il faut maintenant que la nation, à travers l'État, puisse aussi avoir sa part. Parce que le problème, ce n'est pas de distribuer, peut-être c'est de trouver une bonne forme pour une distribution. Et en tout cas, moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est au peuple sénégalais qu'on cède les terres. C'est eux qui habitent. Alors, maintenant, en prenant les 30%, il a dit que maintenant, on va céder à la CDC qui va acheter à 200 000 francs le mètre carré, peut-être autour de ça, ce qui fera 60 milliards qu'on va mettre dans l'assiette. Et la CDC va aménager, revendre de façon très transparente et les revenus aussi resteront dans les caisses de l'État. Vous avez dit de façon transparente, oui. La transparence est une bataille continue. Vous lui donnez une bataille continue. Quelle signification la transparence? La transparence, c'est tout simplement une prise en compte de la nation sénégalaise en disant que ça nous appartient à nous tous et que tout le monde a droit de savoir et tout ce qui se fait doit se faire sur la table de discussion et on doit rendre compte. La redevabilité. Oui, rendre compte. Alors, cher Oumar Anne, nous allons parler de politique. Vous êtes un homme politique, vous êtes le maire de Djoum. Les locales à venir. Aujourd'hui, vous serez encore candidat. Je suis maire. Oui, vous serez encore candidat aux prochaines locales? Normalement, je devrais être candidat. Normalement. Je dis normalement, c'est par rapport à la pratique au niveau universel. Je ne parle même pas national, au niveau universel. Le maire sortant, s'il n'est pas très âgé ou s'il n'a pas plusieurs mandats... Ce n'est pas votre cas quand même. Non, je ne suis pas très âgé et c'est mon premier mandat de maire. Oui. Donc, normalement, je suis candidat. Mais j'évaluerai avec mes partisans parce que moi, ma politique, c'est je fais ça avec un groupe, j'évaluerai. Mais je pense que j'ai la volonté de continuer à travailler pour la ville de Ndjoum encore. Ouais. Alors, le bilan à mi-parcours? Le bilan de Ndjoum? Oui. Non, je considère que dans l'appellation des gens, que je suis le maire le plus émergent du Sénégal. Ah oui? Vous parlez d'émergence en période de Covid-19? Les yeux dans les yeux? Vous parlez d'émergence? Oui, nous traversons une crise, une crise internationale. Nous traversons une crise que nous gérons bien. Sur la gravité de la maladie et tout ce que ça pose comme problème, nous sommes des humains. Nous prions. Et nous considérons qu'il faudrait qu'on sorte de cette état. Vraiment, nous prions pour tous ceux qui ont perdu la vie. Mais dans la gestion, si on revient dans la gestion... Dans la gestion et surtout dans la situation économique, l'impact de cette COVID-19 est assez difficile. Économiquement, vous en convenez?
très, très, très difficile. Oui. Maintenant, c'est dans la difficulté qu'il faudra prendre des résultats, de prendre des décisions et les mettre en œuvre. Au début, on a mis en place la force Covid-19 qui était un plan de riposte. De résilience. De résilience. Tout le monde sait qu'on l'avait vraiment placé dans la durée entre 2, 3, 4 mois. Mais on avait aujourd'hui, tout le monde découvre que la maladie va rester avec nous. Et aujourd'hui, toute une démarche au plan national et international est mise en place il faut apprendre à vivre avec la maladie parce que on a vu qu'en mettant en place les mesures barrières et en les appliquant efficacement, on peut combattre le virus. Oui. Quel regard sur la gestion du ministre de la Santé? Parce qu'il reçoit beaucoup de critiques, surtout de votre côté. Comment vous l'expliquez? De quel côté? De mon Oui, côté? mais on a vu Moustapha Cissé Lo s'en prendre quand même Oui, vous savez, à votre ministre. Vous partagez le même parti, non? Oui. Moi, je pense que ceux qui sont au fait... Qu'est-ce qui fait que chez vous, il y a toujours des tiraillements? Non, je pense que chez nous, il n'y en a pas parce que moi, je félicite le ministre de la Santé et les équipes du ministère de la Santé. Le président, dans sa sortie, a félicité le ministre de la Santé et le personnel des forces de santé. Je pense que les Sénégalais, pour l'essentiel, se félicitent de l'engagement de ces personnels de santé qui, au quotidien, risquent leur vie pour soigner nos malades. Ça, c'est important. Maintenant, dans tout dispositif, il y a des situations où des personnes qui, peut-être, nous sommes en démocratie, ils sortent leur point de vue. Mais je dis, toute personne qui attaque ce qui est en train d'être fait en bien et en déphasage avec les intérêts du Sénégal et ne sait pas ce qui se passe réellement. Vous savez, j'ai dit une fois que cette maladie, le fait qu'elle soit nouvelle, nécessite beaucoup de réflexion et nécessite qu'on écoute ceux qui savent, les savants, dans ces questions-là. Sinon, on risque d'entendre même n'importe quoi. Tous ceux qui disent des choses et qu'ils ne savent pas, en montrant qu'ils sont certains de ce qu'ils disent, c'est qu'ils se trompent. Parce qu'on a vu tous beaucoup de gens, l'OMS, dire des choses, revenir là-dessus. Mais c'est à cette étape-là qu'on est dans la gestion de cette... Il n'y a pas de certitude. Il y a certaines certitudes, mais sur certaines questions, il faut prendre des décisions et attendre, voir si ça se vérifie. Sinon, on revient là-dessus. C'est comme ça la marche du monde. Hein. Mais au sein de votre parti, venons-en puisqu'on est sur le terrain politique. Oui, les locales à venir aiguisent déjà des appétits. Le cas de Dakar, avec des tiraillements à gauche, à droite, entre Moustapha Cissé Lo qui accuse Abdoulaye Diouf Sarr. Comment, justement, l'organisation de l'APR, comment se porte l'APR présentement? Vous savez, au niveau de l'APR, les choses sont claires. Ah oui? Oui, au niveau de l'APR, les choses sont claires. Nous avons une organisation, un parti politique avec une organisation, une structuration telle que le choix des candidats, le parti travaillera et mettra à la disposition de son chef s'il y a des contentieux qui délibérera et qui dira voilà celui qui sera le maire ou celui qui ne le sera pas, parce que c'est les statuts qui lui confèrent cela. Maintenant, aujourd'hui, nous considérons que le président Macky Sall vient d'être élu comme président du Sénégal, ça fait 1 an et demi. Pour un mandat de 5 ans, dans des conditions de rapport de force telles que le président Macky Sall vient d'être élu pour un mandat de 5 ans, pour travailler à mettre en œuvre son programme, qui est un programme de 5 ans, mais qui colle sur le contrat, sur le PSE, qui fera du Sénégal un pays émergent en 2025. Et en 2020, nous avons eu la Covid-19 qui, pour l'essentiel, remet en cause beaucoup de choses au plan national. Mais nous, comme nous avons dit, vous avez vu le président Macky Sall dire que le gouvernement doit se mettre au travail pendant les 6 mois à venir pour rattraper, pour régler la crise et remettre le Sénégal au niveau ante-Covid 2019. Cela veut dire que c'est ça la marche normale d'un truc. Maintenant, ceux-là qui privilégient leur ambition personnelle et qui le disent à travers la presse, ça n'intéresse que ceux qui y croient.
Maintenant, les indisciplines, le parti n'acceptera pas d'indiscipline. Ah oui? Non, le parti n'acceptera pas d'indiscipline. Qu'est-ce qui va être fait? Et aujourd'hui, le débat sur les élections locales, les candidats du parti au niveau des locales, il est inacceptable à l'intérieur du parti comme à l'extérieur du parti. À l'intérieur du parti, c'est légitime que quelqu'un puisse venir dire, voilà, faire des réflexions. Un parti politique, c'est le débat démocratique. Oui, à l'intérieur du parti, oui. oui, mais le parti n'a pas encore délibéré. Et la délibération du parti, cela veut dire qu'on a des instances qui en décideront. Et le moment venu, il y a une personne habilitée, le président de la République, après une analyse concrète de la situation, en tirant vraiment au clair les choses, décidera à toute démocratie de dire quelle est l'option. Oui, alors pour ces prochaines locales, beaucoup parlent de report, d'autres non. Quelle est votre opinion? Mon opinion, cela veut dire que les maires sont élus, on est en train de gérer les villes, une analyse de la situation se fera et de façon concertée avec les acteurs politiques, on trouvera un consensus. Je pense que le président Macky Sall a démontré que c'est un consensus. C'est avec un consensus qu'on décidera de tout ce qui sera fait. Et la distribution des vivres, comment vous les avez accueillis? Des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Comment vous les avez accueillis? Vous savez, je les accueille vraiment en applaudissant. Oui, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, je vais m'expliquer. Oui. J'ai la liberté de dire ce que je pense. Oui. Quand on peut y prendre des initiatives, je ne parle pas au niveau de l'initiative. Je ne parle pas au niveau de la pertinence de cette volonté du chef de l'État de venir en aide aux couches les plus défavorisées, qui va même au-delà des couches les défavorisées. Je considère que ça aussi, c'est un élément important dans la vie d'une nation, que quelqu'un qui par la volonté divine et par la volonté populaire, gère les destinées du pays à un moment bien déterminé. Prendre une décision de dire que voilà, une partie de la population a besoin de soutien, je mets les moyens pour les mettre. Je mets tout ce qu'il faut pour les venir. Mais souvent, des dysfonctionnements sont notés au niveau local. Oui, à ce niveau-là, oui. Nous devons en bénéficier. On ne voit pas d'autres qui en prennent beaucoup plus qu'ils devraient en avoir. Oui. Non, d'après les retours, les échos vous parviennent. Les échos, et on suit. Parce que, qu'est-ce qui a été fait? On a mis en place un dispositif en impliquant nos forces de sécurité et de défense, en impliquant les hommes d'affaires nationaux, en faisant un appel d'offres de façon plus franche et transparente. Je vous dis, souvent dans ce pays-là, on écoute souvent ceux qui critiquent, plus souvent ceux qui critiquent que ceux qui sont à l'œuvre. Vous savez, moi, je suis un Sénégalais. Et je sais que je ne fais pas, je sais comment ça passe. Quand on a décidé de venir en aide, le président a dit qu'il fallait mettre. On en a discuté au niveau du gouvernement. Et la position du président était de dire, on le fait dans la transparence parce que cette affaire-là, je tiendrai à ce que tous ceux qui sont impliqués puissent se rendre compte devant la nation. On a décidé d'y aller avec les forces de sécurité. On a dit au ministre de travailler dans la transparence. On a communiqué, on a parlé. J'ai vu des gens sénégalais venir me dire, après qu'on ait lancé les appels d'offres, que des gens aient répondu qu'on ait attribué les marchés, des gens m'ont dit que voilà, il faut appeler le ministre Mansour Faye pour qu'il nous reçoive parce qu'on a besoin de quelque chose. J'ai dit que non, il a attribué. Où est-ce que vous étiez? Ils disent que non, quand on a dit qu'on attribuait, c'était pas... on savait qu'il n'y a pas de riz, il n'y a pas de truc. Après, ils auront besoin de nous. Hein? Ils auront besoin de nous. Après, à ce moment-là, comme il n'y a pas de risque, nous, on va venir, on va proposer nos conditions. C'est comme ça que les gens ont réagi pour l'essentiel. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de cacophonie autour de cette affaire-là. Mais ce qu'il faut dire, que nous avons distribué du riz que nous importons, que nous ne produisons pas. Nous avons distribué des pâtes que nous importons, que nous vivons dans des conditions extrêmement difficiles de transport. Nous avons mis en place un dispositif de logistique qu'on n'a jamais mobilisé auparavant au Sénégal, où les gens font des offres. Plusieurs fois, des Sénégalais font des offres. On considère qu'ils en ont, on se rend compte que c'est après, quand ils gagnent, qu'ils essaient de remplir les conditions. Alors, il y a eu des retards sur tout cela, mais ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, en toute honnêteté, preuve à l'appui, même s'il y a des retards que nous n'avions pas prévus, mais qui, à l'arrivée,
Ils ont dit date d'échéance le 15 juillet. Alors, monsieur le ministre, une dernière question. Absolument. Oui, une dernière question. Et sans féliciter de cette initiative de venir en aide aux populations du Sénégal qui ont reçu les vivres. Et c'est je vous dis, dans 500 communes du Sénégal, plus de 500 communes du Sénégal. Et si vous y allez, c'est 2 ou 3 communes où des gens essayent, sur la base de rapports politiques entre le maire et ses opposants, qu'on a des difficultés. Alors, j'ai parlé d'un contexte, le contexte Covid-19. J'ai parlé d'une situation sociale et économique difficile. Oui, que vous inspire ce contexte, celui d'aujourd'hui? Oui, nous sommes dans la vie d'un peuple, d'une personne ou d'un peuple, il y a des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles. Ces moments-là, maintenant, je pense que nous devons compter sur nos propres forces. Je pense qu'on a pris aussi des initiatives. Le président a pris des initiatives au départ. Au-delà des initiatives d'ordre médical et sanitaire, je parle des initiatives pour sauver l'économie. Quand on a créé l'état d'urgence, on a mis en place l'état d'urgence aussi. Le président a mis en place la force Covid-19 de 1000 milliards qui permettait de soutenir l'économie nationale avec un échéancier qu'on avait plus ou moins évalué autour de quelques mois, avec une célérité qui devrait qu'au bout de cette question-là, on sortirait de cette crise et l'économie resterait intacte. Et les évaluations que nous avons eu à faire, nous, avec nos partenaires au développement, faisaient que le Sénégal était l'un des seuls pays qui pouvait avoir de la croissance et rester autour de 1%. Oui. On a mis en œuvre, mais entre-temps, on a vu que la maladie se développe et se multiplie au Sénégal, dans le monde. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons atteint un palier. Cela veut dire qu'il fluctue, mais un palier, même si le plateau est assez haut. Mais on a un palier et nous sommes sortis du déconfinement. Mais en sortant du déconfinement, on a vu que donc on va mettre en place un dispositif pour vivre avec le virus et essayer de le contrôler et de l'éliminer. Mais aussi de relancer notre économie. Et ça, nous avons constaté que c'est par le travail. D'accord? C'est par le travail de remettre l'économie en marche, permettre à nos différents secteurs, en analysant bien la structuration de notre économie. Nous avons une économie à 80-90% informelle, où les gens, c'est au quotidien qu'ils gagnent leur vie. Nous avons une économie structurée qui génère beaucoup de moyens aussi, et beaucoup plus de moyens, et qui soutiennent fondamentalement le secteur. Il y a des secteurs aussi du bâtiment, et on va vers l'hivernage. Et l'hivernage, c'est aussi un élément important de nos dispositifs. Alors, on parle de nouvel ordre mondial. Maintenant, pour boucler, c'est la dernière question. On parle de nouvel ordre mondial. Le président de la République en a parlé. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la dette. Moratoire, annulation. Oui, quelle est votre conviction? Oui, notre conviction au Sénégal, nous, c'est... En une minute. Oui, au Sénégal, nous analysons au cas le cas. Dette avec la Chine, dette avec les pays européens, dette intérieure. Et à chaque fois, en tenant compte de nos structures de croissance. Parce que mais il faut annuler pour vous. Il faut annuler la dette. Non, nous considérons... Vous optez pour l'annulation. Le président demande l'annulation. L'annulation. Non, nous considérons... Non, j'ai dit le président demande l'annulation. Et nous travaillons pour que ça soit annulé. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous n'avons pas... Il n'y a pas de réponse par rapport à l'annulation. Aujourd'hui, on nous propose des moratoires. Et par rapport aux moratoires, nous analysons et nous analysons par rapport à nos intérêts. Et ce qui est important pour le Sénégal, cela veut dire qu'il ne faut pas qu'on oublie, avant Covid, nous étions parvenus à avoir des taux de croissance de 6 et nous tendons vers 7%. Et cela, nous l'avons sur la base des efforts consentis au niveau national et d'une structuration de notre économie, qui est pour l'essentiel basée, moi, d'après mes analyses personnelles et des échanges que nous avons, qui est basée sur une augmentation de la classe moyenne et une augmentation des moyens de la classe moyenne sénégalaise. Classe moyenne, vous dites? Oui, je parle de la classe moyenne. Chiffre? Nous avons une classe moyenne qui serait autour de, j'ai dit l'économie qui tourne autour de, il faudra voir, autour de 15%. Mais ce qui est important, c'est l'enveloppe dépensée. Et dans les secteurs, cela veut dire la consommation est relancée, structurée. Le bâtiment, le BTP, c'est la classe moyenne qui construit et ça porte la croissance. Et les produits agricoles sont consommés par les Sénégalais. C'est à ce niveau-là qu'on a c'est ça qui supporte notre croissance. L'investissement public aussi.
mais l'utilisation de ces investissements. Parce qu'on parle de plus en plus d'économie extravertie. Qui porte la croissance? Qui apporte la croissance au Sénégal? Le bâtiment, l'agriculture, la pêche, le tourisme et d'autres secteurs que nous pouvons étudier. C'est notre structure, c'est notre économie interne qui porte cela, le commerce. Interne ou externe? C'est l'interne. Cheikh Oumar Anne, merci. Merci. Je rappelle que vous avez été l'invité d'objection de ce dimanche. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur en charge de la recherche et de l'innovation. Vous êtes également un homme politique puisque vous êtes le maire de Ndioum. Ça a été un plaisir de vous accueillir à objection. Merci beaucoup. Moi aussi, ça a été un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Bonne continuation. Mesdames, Messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Place à Mordofei et son invité. Bonne suite de programme.